Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Choc du Monde, le nouveau magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. Je m'appelle Édouard Chanet et je suis ravi de vous retrouver ici ce soir, d'autant plus que je reçois aujourd'hui Hervé Juvin. Hervé Juvin, bonsoir. Chaneau, bonsoir. Vous êtes bien sûr député européen, vous avez été chef d'entreprise et vous vous êtes fait connaître pour vos analyses et principalement sur le basculement du monde. Par exemple, par votre essai publié dès 2010, Le renversement du monde, politique de la crise. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir, parce que les circonstances ont certes changé, mais vous écriviez déjà, je vous cite, « Le système occidental dominait le monde, mais c'en est fini. Il n'a plus le monopole du bien ni des certitudes. Nous vivons le renversement du monde. » Donc vous étiez évidemment assez visionnaire, mais encore une fois, les circonstances ont changé. Hervé Juvin, c'était il y a plus d'une décennie. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de la situation en 2023. La guerre en Ukraine continue de faire rage. Son issue reste toujours incertaine, mais depuis un an, Volodymyr Zelensky a pu compter sur le soutien des puissances occidentales. L'Union européenne a déversé 52 milliards de dollars à Kiev, dépassant d'ailleurs en décembre 2022 les 48 milliards d'aides des États-Unis. Et le 18 avril dernier, le G7 menaçait de faire payer le prix fort à tout pays aidant la Russie. Une menace à peine voilée à l'encontre de la Chine, dont la neutralité pro-russe dérange. Or, 65% de la population mondiale maintient une position de neutralité à l'égard du conflit ukrainien. Le reste du monde semble ainsi s'émanciper de l'Occident, développant de son côté ses propres liens commerciaux et diplomatiques. C'était donc un rapide aperçu de la situation actuelle. Ce sont les circonstances immédiates. Notre regard occidental est braqué, semble-t-il, sur l'Ukraine parce que la guerre est à nos portes, parce que l'Occident a choisi encore une fois son camp, parce que c'est évidemment une tragédie. Cela dit, Hervé Juvin, peut-être n'êtes-vous pas tout à fait d'accord avec ce constat de choc du monde. Où l'êtes-vous ? Évidemment, je crois qu'il faut prendre du recul et je dirais d'abord, mais c'était au cœur de mon constat dans le renversement du monde, que le grand choc aujourd'hui, le grand choc à venir, c'est que nous sommes les figurants dans un film dont nous n'écrivons plus le scénario. Depuis plus de 2 ou 3 siècles, depuis les grandes conquêtes et découvertes, depuis l'ère des Lumières, depuis les révolutions démocratiques et les révolutions de l'autonomie, l'Europe, ce qu'on a appelé l'Occident, écrivait le scénario et fixait l'agenda du reste du monde. Ça n'est plus le cas, et très manifestement, les menaces du G7 ne servent pas à couper la Russie du reste du monde. Bien au contraire, comme Janet Yellen, secrétaire au Trésor, en a prévenu les États-Unis, à force de sanctionner des pays, encore des pays et toujours de nouveaux pays, ce sont les États-Unis et c'est l'Europe qui est en train de se couper du reste du monde. Naturellement, il faut prendre du recul. On peut considérer que le monde est tout simplement en train de reprendre la situation qui était la sienne voici 2 ou 3 siècles, quand l'Inde et la Chine, à elles seules, assuraient plus de la moitié de l'économie mondiale, quand les pays hors de l'Europe et des États-Unis étaient évidemment plus des 3/4 de l'économie et de l'activité mondiale. Nous sommes peut-être tout simplement en train de rentrer dans le lit d'une histoire millénaire. Donc un certain retour peut-être. Question très subjective, comment vit-on ce basculement au Parlement européen ? Le Parlement européen est un lieu où on se raconte le monde tel qu'on voudrait le voir. Le rêve des institutions européennes, c'est d'en finir avec l'histoire et d'en finir avec la politique par le droit, la norme et la conformité. Donc l'exercice le plus favori du Parlement européen, c'est d'abord de fulminer des condamnations. J'ai le privilège d'avoir été élu voici 4 ans. Eh bien, nous avons condamné sans relâche Xi Jinping, le président chinois, bien sûr Vladimir Poutine, bien sûr la Biélorussie, bien sûr la Corée du Nord, bien sûr tous les pays qui ne s'alignent pas sur l'agenda américain soutenu par l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que ça empêche les dirigeants visés de dormir. Et je ne suis pas sûr que ça ait un quelconque effet concret. Mais l'Union européenne préfère se bercer d'illusions et se raconter le monde tel qu'il devrait être, plutôt que de le voir tel qu'il est. C'est pour moi la source
d'une vive inquiétude, et c'est pour moi l'origine de déconvenues stratégiques majeures. Je voudrais en prendre un seul exemple très concret. L'Union européenne n'a pas de vision stratégique et n'a pas de sens stratégique. L'exemple est celui de la politique allemande. Parce que, enfin, j'ai trop souvent été un critique, quelquefois virulent, de la politique américaine pour ne pas comprendre les déclarations de Donald Trump et les déclarations aujourd'hui de Joe Biden. L'Allemagne, depuis des décennies, utilise l'argent du contribuable américain pour assurer sa sécurité sans la payer, et elle utilise l'énergie russe à bas prix pour concurrencer l'industrie américaine. C'est évidemment un non-sens stratégique qui, tôt ou tard, devait se payer. Aujourd'hui, il est en train de se payer. Pour la première fois en 2022, l'Allemagne aura un déficit de son commerce extérieur proche des 100 milliards d'euros, 85 milliards pour être précis. L'industrie allemande a perdu sa source majeure de compétitivité, qui était l'énergie à bas prix. En sanctionnant la Russie, l'Union européenne a d'ailleurs donné des avantages compétitifs à toutes les autres régions du monde dont on va tôt ou tard payer le prix. Mais ce que je voulais souligner, c'est que l'Allemagne et derrière elle l'Europe étaient dans un non-sens stratégique. On ne peut pas utiliser l'argent du contribuable américain pour faire concurrence à l'industrie américaine. C'est pour moi un des exemples les plus frappants des impasses stratégiques dans lesquelles l'Union européenne s'est engagée et est en train de s'engager de plus en plus profond. Vous soulignez donc les impasses, les difficultés de l'Union européenne à imposer, voire même une stratégie. Nous avons le sentiment d'une émancipation, bien sûr, du reste du monde. L'une des émancipations les plus flagrantes aujourd'hui, ça semble être celle des BRICS. Alors peut-être suis-je aveuglé par certaines actualités, mais je vous propose de regarder une carte réalisée par Choc du Monde. Nous avons voulu opposer non pas l'Union européenne, cette fois le G7, aux BRICS. La voici. D'autant plus que nous avons appris hier que 13 pays, voire 19 selon les sources, seraient candidats aux BRICS, dont l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, le Mexique ou le Nigeria, selon l'ambassadeur sud-africain. Dilma Rousseff, qui est donc l'ancienne dirigeante du Brésil, affirmait il y a 2 semaines que les économies des BRICS sont, je cite, collectivement plus grandes que l'économie globale des pays du G7. On sent une fierté retrouvée de la part du reste du monde. Hervé Juvin, d'ailleurs, vous parliez de singularité retrouvée dans le renversement du monde, dans votre essai de 2010. À quoi assistons-nous exactement avec les BRICS, avec le reste du monde ? Est-ce peut-être l'essor du monde multipolaire ou est-ce plutôt un retour, comme vous l'évoquiez il y a quelques minutes ? Je serais très prudent avant de parler de l'avènement d'un monde multipolaire, parce qu'on voit bien que des puissances extrêmement concernées s'y opposent et vont s'y opposer. Il me semble que, lesquels exactement ? notamment les États-Unis. Le peuple veut des noms. Les États-Unis, notamment les États-Unis et derrière eux l'Union européenne. Je pense que plusieurs choses sont en train de se passer. L'une des choses les plus importantes à mon sens, c'est la revanche sur l'humiliation. Je ne connais pas un fonctionnaire, je ne connais pas un étudiant chinois qui ne sait pas que les 2 guerres de l'opium ont été créées de toutes pièces par la Grande-Bretagne. Pour compenser son déficit commercial avec la Chine, on a obligé la population chinoise à se droguer. Il faut voir ce que sont les guerres de l'opium. On a fait ces guerres, et nous, Français, nous avons participé à la seconde guerre de l'opium avec le honteux pillage du palais d'été, simplement pour obliger la population chinoise à se droguer à l'opium pour compenser le déficit commercial britannique. Aucun Chinois n'a oublié cela. Aucun Indien n'a oublié. Aucun citoyen de l'Inde n'a oublié les mots du vice-roi des Indes, à l'époque résidant à Calcutta, qui évoquait comment les os des tisserands blanchissent la plaine du Gange, parce que l'armée britannique avait brisé tous les métiers à tisser pour obliger les tisserands à vendre le coton aux filatures de Manchester. Aucun Indien n'a oublié le génocide de 1943, quand Sir Winston Churchill a décidé que toutes les récoltes de céréales et de riz de l'Inde devaient partir nourrir la Grande-Bretagne. Ça a probablement fait 3 à 4 millions de morts en 1943. Eh bien, ce qui se passe, c'est la revanche de l'humiliation de ces pays. C'est évidemment une revanche sur l'arrogance des pays occidentaux. J'entends sans cesse les dirigeants européens, j'entends sans cesse mes collègues faire la leçon au reste du monde. Mais enfin, qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à des civilisations millénaires comme la Chine ou l'Inde? Qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à tant de pays
dont les cultures, dont le patrimoine, dont l'histoire sont évidemment partie prenante du trésor qu'est la diversité de l'humanité. Je suis quelquefois saisi de vertige dans l'inconscience de ceux qui donnent des leçons au reste du monde. Le deuxième élément, il est naturellement économique. Le deuxième élément, il est économique, c'est que dans tous les pays dont nous parlons, le pacte fondamental, c'est celui de la croissance qui égale le progrès. Or, nous savons bien qu'en Europe, comme aux États-Unis, plus personne ne croit vraiment que la croissance économique amène le progrès. Ce qui veut dire que nous sommes dans un état de grand trouble par rapport à ce qui nous a porté depuis la révolution industrielle. Le troisième élément qui m'apparaît tout à fait important, c'est le rêve américain d'exporter ce qu'ils appellent leurs valeurs, ce que j'appellerais un capitalisme devenu totalitaire à l'ensemble de la planète. Et la réponse du reste du monde, c'est « nous n'en voulons pas ». Nous pensons que nos modèles économiques, nous pensons que nos systèmes sociaux, nous pensons que nos systèmes de gouvernement valent bien les vôtres. Qui êtes-vous pour nous imposer vos règles ? Qui êtes-vous pour nous imposer notre droit, l'extraterritorialité du droit américain ? Qui êtes-vous pour imposer des sanctions au reste du monde quand il ne suit pas vos règles ? Je terminerai sur un point qui me semble absolument majeur dans ce qui est en train de se passer et qui est plus du chaos et du désordre que l'avènement d'un monde multipolaire. C'est tout simplement la manifestation éclatante du double standard. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne respectent pas eux-mêmes les règles qu'ils essayent d'imposer au reste du monde. Et l'exemple, ça a été la saisie totalement illégale des avoirs de la Banque centrale de Russie. La Russie a gagné légitimement par la vente du gaz, du pétrole et d'autres choses de quoi alimenter les réserves de sa banque centrale. De manière unilatérale, sans jugement, les États-Unis ont décidé de confisquer ces réserves. De la même manière, les États-Unis vendent au monde the rule of law, the sacredness of contracts et le respect absolu de la propriété privée. Or, les États-Unis ont décidé la confiscation des avoirs de présumés oligarques russes, demain peut-être de princes rouges ou de milliardaires chinois, sans procès, sans procédure contradictoire, sans que les accusés soient entendus. C'est évidemment un délit de droit. Nous ne sommes pas dans des sanctions légitimes par rapport à l'opération spéciale de la Russie. Nous sommes devant des abus de droit et je le dirais, nous sommes clairement devant du pillage ou du racket. Alors face à cela, vous évoquez beaucoup la Chine. Il y a eu une polémique assez récente qui peut-être exprime beaucoup ce que vous évoquez, même si c'est évidemment l'écume de l'actualité. Je vous propose de regarder très rapidement cet extrait pour les téléspectateurs qui ne l'auraient pas vu. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Alors, vous évoquez la Chine, elle semble s'imposer diplomatiquement. Par exemple, elle a permis un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite le 10 mars dernier. Elle a proposé un plan de paix pour l'Ukraine. Ces deux offensives diplomatiques ont souligné sa présence de plus en plus accrue sur la scène internationale. Mais en même temps, il y a ce genre de polémique auxquelles surréagissent peut-être les Européens. Je ne sais pas, c'est peut-être votre avis ou pas, Hervé Juvin. Faut-il croire à une forme de leadership chinois quand on observe ainsi l'actualité? Les propos de l'ambassadeur de Chine en France ont suscité beaucoup de commentaires. Je ne suis pas sûr que beaucoup soient allés au fond. Ma première remarque sera que quand on est une aussi grande civilisation que la Chine, depuis 3-4 millénaires, on n'a pas besoin de hausser le ton. Et je suis un peu incertain devant la virulence de ces diplomates que l'on appelle les jeunes loups et qui ont été envoyés par le président Xi Jinping pour affirmer la présence de la Chine dans le monde, sa place à l'international. Je crains quelquefois que monter le ton ne soit pas le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on cherche. Mais ma deuxième remarque portera évidemment sur le... Comment faudrait-il s'adresser aux Chinois? Non, je dis que les propos de l'ambassadeur qui élèvent le ton de sa part, très bien. Ne sont peut-être pas justifiés. La Chine n'a pas besoin de cela pour occuper toute sa place. Mais ma deuxième remarque essaiera de porter sur le fond. Je crois que ce que dit l'ambassadeur, et qui est tout à fait important, c'est que la Chine, et elle n'est que la première parmi beaucoup d'autres, remet en cause l'ordre international
tel qu'il a été mis en place essentiellement par les États-Unis, en accord à l'époque avec l'Union soviétique, après la Seconde Guerre mondiale. Très clairement, la Chine et combien d'autres pays considèrent qu'ils ont été l'objet d'un diktat occidental, considèrent que ce qui s'appelle aujourd'hui l'ordre international et qui est mis en place par la loi des relations internationales ne répond pas aux aspirations des pays en voie de développement et ne répond pas aux aspirations de ces nouvelles puissances que sont l'Inde, la Chine et bien d'autres. Et je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental parce que oui, je pense que l'ordre du monde doit être redéfini. Il ne peut pas reposer sur Washington, sur les institutions de Washington et de Bretton Woods comme il l'a été dans le cadre des Nations Unies. Cet ordre du monde est à repenser et c'est probablement ce qu'il y a derrière les propos virulents et inutilement agressifs de l'ambassadeur. Pour ma part, je voudrais dire que naturellement, la souveraineté des États nés de la dissolution de l'Empire soviétique doit être préservée. Très clairement, et notamment les États baltes, la Pologne, les pays de l'Est, doivent voir leur intégrité territoriale et leur souveraineté confirmée. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas nier la nécessité de refonder un ordre international qui n'est plus qu'un mot. Et excusez-moi, est-ce vraiment réaliste? Les États-Unis, Washington n'aura aucune envie de se laisser faire, et c'est bien pour cela que l'on craint un conflit avec la Chine autour de Taïwan. Y croyez-vous à cette hypothèse? Alors, je crois qu'au cœur de ce renversement du monde, il y a évidemment la place des États-Unis. Et laissez-moi à cet égard citer Tocqueville. Tocqueville dit que les États-Unis, c'est pour lui la seule nation fondée sur une croyance religieuse dans le bien et dans la capacité des États-Unis à faire le bien. Et Tocqueville écrit à peu près littéralement « Les États-Unis sont une puissance pour le bien, et d'ailleurs, s'il leur advenait de ne plus se battre pour le bien, ils cesseraient d'être une puissance. » Je pense que les États-Unis ont été une puissance d'ordre et de progrès, probablement jusqu'en dans les années 80 ou 90. J'en prendrai comme seul exemple John Fitzgerald Kennedy, lors de la crise des fusées nucléaires soviétiques redoutées à Cuba. Comme en atteste un livre de son frère Robert Kennedy, l'ordre du président Kennedy a été « Nous ne remportons pas une victoire sur l'Union soviétique, nous n'humilions pas l'Union soviétique ». Il a donné l'ordre à tout son cabinet, et notamment aux responsables de la défense, qui étaient quelquefois un peu va-t-en-guerre, on n'humilie pas une grande puissance. Il ne s'agit pas d'humilier l'Union soviétique. Je souhaiterais que les dirigeants américains en ce moment aient la même préoccupation. On a eu des États-Unis faiseurs de paix, on a eu des États-Unis facteurs d'ordre et de stabilité. Je pense aussi aux propos du président Eisenhower ou du président Truman. Et je crois que tout a changé. Tout a changé après le 11 septembre. Tout a changé quand les États-Unis ont commencé à conduire des guerres qu'ils ont systématiquement perdues, mais en laissant derrière eux un cortège de morts, de ruines et de désolation. Prenez l'Irak, prenez la Libye, prenez l'Afghanistan, prenez la Syrie. Partout où les États-Unis sont intervenus, il n'y a pas de nations building, il n'y a pas de stealth building, il n'y a pas toutes ces histoires que la propagande américaine a racontées, il n'y a que destruction, mort et misère. Les États-Unis ne sont plus une force pour l'ordre et le progrès dans le monde. Et le grand enjeu aujourd'hui de la Chine, à travers cet accord extraordinaire que vous avez cité, réconcilier les chiites et les sunnites, c'est un accord de portée historique si naturellement il est maintenu. Et la Chine essaye très clairement, face à des États-Unis qui sont devenus porteurs de désordre et de chaos, parce qu'ils ne peuvent plus régner qu'en divisant, la Chine essaye de se poser en faiseur de paix. Et la Chine essaye de se poser en faiseur d'ordre et de progrès. C'est comme ça qu'elle essaye d'agir en Afrique, c'est comme ça qu'elle essaye de proposer des solutions aux pays de l'Asie centrale, c'est comme ça qu'elle a essayé de présenter son projet très ambitieux de Belt and Road Initiative, la ceinture et les routes, pour unir tout le territoire eurasiatique dans un seul, si je puis dire, courant d'échange, à la fois financier, commercial et aussi culturel. Et ça, c'est probablement la grande partie qui est en train de se jouer, avec un observateur avisé, prudent et discret qui est l'Inde. N'oublions pas l'Inde qui est devenue certes le pays le plus peuplé au monde, mais l'Inde qui a aussi dépassé la Grande-Bretagne par son PIB et qui est vraisemblablement en train de dépasser en parité de pouvoir d'achat l'Allemagne et le Japon pour être bientôt la 3e économie mondiale. Nous nous retrouvons dans une situation totalement imprévue où les 3 pays les plus peuplés au monde seront aussi les 3 premières puissances économiques,
la Chine, les États-Unis et l'Inde, c'est une situation qui va réellement poser quelques questions à l'Union européenne. Quelle est la vision des pays européens pour leur avenir ? Est-ce que les pays européens ont encore la capacité à porter leur intérêt national ? J'entends très peu parler de l'intérêt national de la France. Il me semble pourtant que c'est le rôle de tout élu et de tout dirigeant français de d'abord porter l'intérêt national de la France. Nous sommes devant des questions redoutables et que la plupart traitent précisément en espérant de les oublier. Alors nous allons évoquer la politique d'Emmanuel Macron et de Ursula von der Leyen un tout petit peu plus tard, mais vous évoquez l'Inde. Donc en effet, si l'on en croit les statistiques de l'ONU, l'Inde deviendra la première puissance démographique mondiale d'ici la fin du mois d'avril, dans quelques jours. Vous êtes très intéressé par l'Inde, peut-être nous allons revenir juste après avoir regardé une autre carte, une autre organisation, celle de Shanghai. La voici à votre écran. Quand on voit cela, on perçoit un énorme bloc, un espèce d'empire eurasiatique, et encore empire, je ne sais pas si c'est suffisant pour le décrire. Ce bloc est-il, selon vous, un colosse ou un géant, peut-être un peu quand même, avec ses fragilités, avec ses pieds d'argile, Hervé Juvin ? Vous faites figurer sur cette carte, et vous avez raison, deux pays comme le Pakistan et l'Inde. Il est très clair que les échanges, les alliances potentielles entre le Pakistan et l'Inde sont extrêmement limitées. Ce sont des pays qui ont été en situation de guerre, qui sont d'ailleurs toujours en situation de guerre larvée à plus de 5000 mètres d'altitude. Ce sont des pays qui s'accusent, et l'Inde a quelques raisons de le faire, ce sont des pays où les accusations de terrorisme pèsent extrêmement lourd, financement des séparatistes, etc., etc. Ça me paraît important de distinguer deux choses. La plupart des accords que les États-Unis ont avec d'autres pays, je pense aux accords avec le Pacifique, AUKUS et Quad, je pense évidemment à l'OTAN, sont des accords militaires. Ce sont des alliances qui supposent des manœuvres militaires et qui supposent des engagements conjoints d'action militaire pour défendre l'un des membres attaqués. Ça n'est absolument pas le cas des BRICS, de l'organisation de Shanghai, de tout ce dont nous parlons, qui sont des accords commerciaux, qui sont des accords qui visent à créer un large marché. Ce ne sont en aucun cas des accords militaires ou ce ne sont en aucun cas des alliances. Et donc je pense qu'il importe de distinguer le fait qu'un certain nombre d'engagements internationaux des États-Unis et de leurs alliés sont extrêmement solides et basés sur la guerre ou la prévention de la guerre. Tout ce dont nous parlons en termes de ASEAN, en termes de BRICS, en termes d'organisation de Shanghai, ce sont beaucoup plus des organisations commerciales et financières qui ne comportent pas des alliances. J'attends de voir une alliance entre l'Inde et la Chine, elle me paraît problématique. Quant à l'alliance entre la Russie et la Chine, il faut en interroger la consistance et la nature. Il y a eu, voici quelques dizaines d'années, de réels conflits en Sibérie autour du fleuve Amour. Je ne suis pas certain que cette alliance résiste à tous les vents de l'histoire. Xi Jinping disait à Vladimir Poutine qu'ils agissaient pour un changement qui n'avait jamais été vu depuis 100 ans, donc vous seriez plutôt sceptique sur une telle déclaration. Ils ont intérêt l'un et l'autre à ce qu'un nouvel ordre international soit bâti. Quant à une alliance de plus en plus étroite, ou voire une intégration des deux pays, nous verrons bien. Donc vous êtes assez sceptique sur la capacité de l'Union européenne à agir. Bon, Ursula von der Leyen, en décembre 2021, avait annoncé le lancement de Global Gateway, donc un programme de 300 milliards de dollars d'investissement pour contrer ce que l'on a appelé donc les routes de la soie chinoise. De votre vue, de votre position, encore une fois d'eurodéputé, cela est-il suffisant ? Est-ce une véritable contre-offensive européenne ? D'abord, plus personne, ou à peu près, ne parle de cette initiative du Global Gateway, parce que la guerre en Ukraine a beaucoup changé les choses. Et très clairement, nous pouvons aller vers une nouvelle guerre mondiale. C'est ce qu'a dit M. Medvedev hier. We are on the verge of a new world war, devant Fox News. La réponse de Donald Trump a été « je devrais être là pour l'éviter ». Je pense que les risques sont heureusement et encore limités d'aller vers une guerre nucléaire, mais ils existent. Donc un certain nombre de projets européens, je les évoquais, n'ont plus cours. Je pense que l'Union européenne a été prise extrêmement de court par cette guerre auquel elle ne croyait pas, parce que dans la mentalité collective de l'Europe, la guerre est hors la loi et la guerre ne peut plus exister. Nous sommes à cet égard très différents d'autres pays qui peuvent nous entourer, pour lesquels la guerre est une des situations des relations internationales qui a marqué l'histoire,
qui marque le présent et qui marquera aussi notre avenir. On peut le déplorer, on peut s'en réjouir, mais la guerre est un fait politique de première importance. Et je suis obligé de reconnaître que l'Union européenne est extrêmement dépourvue devant ce fait. Aujourd'hui, elle ne rêve que d'envoyer davantage d'armes, davantage de munitions, davantage d'avions et de capitaux à l'Ukraine, ce qui constitue simplement ajouter des morts aux morts. J'attends que l'Union européenne soit à l'origine d'une initiative de paix. Je constate que la Chine a pris une initiative de paix. Je constate que l'initiative de M. Bennett, à l'époque Premier ministre d'Israël, qui a failli aboutir à un accord, puisqu'il semble que notamment M. Zelensky était d'accord avec cette initiative de paix, a été torpillée. On me dit que c'est notamment à l'initiative des États-Unis qui veulent entretenir la guerre pour affaiblir durablement la Russie. Ce que je déplore dans cette situation, c'est que des dirigeants français soucieux de l'intérêt national de la France, qui n'est certainement pas une montée aux extrêmes, que des dirigeants de l'Union européenne soucieux d'acquérir un leadership qu'ils n'ont jamais acquis sur la scène internationale, soient porteurs d'une initiative de paix. Or, je suis obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, à l'exception peut-être du président français et de l'idée intéressante d'autonomie stratégique, je n'entends rien qui aille dans le sens de l'intérêt national de la France, je n'entends rien qui aille dans le sens d'une initiative de l'Union européenne en matière de paix. Alors vous évoquez justement Emmanuel Macron. Bon, il a tenté, il est parti en Chine avec Ursula von der Leyen dans ses bagages, tout en déclarant à la presse refuser, je cite, une vassalisation à l'égard de l'Amérique. Ce sera ma question conclusive. Est-ce une ligne diplomatique suffisamment solide, vous avez l'air de l'espérer, ou comme peut-être trop souvent avec Emmanuel Macron, de la communication? Il y a probablement plusieurs Emmanuel Macron. Probablement l'Emmanuel Macron intellectuel, proche de grands professeurs de philosophie comme Paul Ricoeur, qui a consacré à la philosophie quelques essais ou quelques textes, notamment dans la revue Esprit voici longtemps, et qui regarde le monde avec un regard éloigné. Faut-il s'en réjouir ou le déplorer? Le même Emmanuel Macron est aussi président de la République. Donc derrière l'idée d'autonomie stratégique, j'entends évidemment un rêve français transposé à l'Europe. Nous devrions acquérir cette autonomie stratégique. Elle suppose des choix pas évidents en matière alimentaire, en matière d'énergie, essentiellement en matière d'armement, parce que l'autonomie stratégique est complètement incompatible avec les choix actuels de l'OTAN qui obligent tous les pays membres à acheter américain. L'autonomie stratégique, ça serait d'abord reconstruire une industrie européenne de l'armement. Nos partenaires le veulent-ils? J'y vois un second problème, c'est que toute montée aux extrêmes ne peut aboutir qu'à un alignement encore plus grand de l'Union européenne sur les États-Unis. Ne nous faisons pas d'illusions, nous n'allons pas changer de pied. Nous n'allons pas faire comme Mohammed bin Salman et l'Arabie Saoudite, quitter une alliance historique avec les États-Unis depuis les accords du Quincy pour s'allier avec peut-être le nouveau monde représenté par la Chine, représenté par l'Iran, représenté par tous ces pays qui sont en train de monter sur la scène internationale. L'Union européenne, la France, n'a pas le choix de changer de pied. Toute montée aux extrêmes à partir du conflit ukrainien ne fera que nous rendre encore plus dépendants et encore plus alignés sur les États-Unis. Donc il faut d'abord essayer de calmer le jeu. Il faudrait aussi essayer de calmer le jeu en s'adressant aux Américains et en disant aux contribuables américains que la propension à faire la guerre partout, sur tous les fronts, partout dans le monde des États-Unis, ça leur coûte cher et pour rien. Et probablement, est-ce qu'il y a une action d'information, et j'aurais presque envie de dire de propagande? La propagande américaine en ce moment est massive. Eh bien, l'Union européenne ferait bien d'expliquer aux contribuables américains qu'il aurait plutôt d'intérêt à rechercher la paix et l'apaisement dans le monde plutôt qu'à conserver une position d'hyperpuissance qui coûte très cher et qui risque de se terminer par des drames mondiaux. Puis le dernier point sur l'autonomie stratégique, c'est tout simplement la volonté nationale. Je ne suis pas sûr qu'avec la vente de quelques-uns des fleurons de l'industrie française, tels qu'Alstom et combien d'autres, encore tout récemment, je ne suis pas sûr qu'avec une soumission aux lois américaines, aux codes américains, aux sociétés d'audit, de conseil américains, on fasse beaucoup progresser l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Et à cet égard, j'interroge Emmanuel Macron sur la cohérence de sa pensée, sur la réalité de sa volonté et sur sa capacité effective à servir l'intérêt national, parce que ce qui me semble-t-il à l'origine de la très grave crise démocratique que subit la France, qui va très au-delà de la question des retraites, les Français ont le sentiment qu'ils ne sont pas gouvernés pour la France et pour l'intérêt des Français. Les Français ont l'impression qu'ils sont gouvernés pour l'intérêt d'une petite plutocratie. Un certain nombre de noms les représentent, évidemment BlackRock, évidemment un certain nombre de grandes sociétés, de banques d'affaires, de multinationales. Et ce sentiment est extraordinairement inquiétant parce qu'il peut provoquer une crise de gouvernementalité.
il peut provoquer une crise démocratique dont nous ne faisons que commencer à voir l'importance. Les Français doivent être gouvernés pour leur propre intérêt, pour l'intérêt de la France, de sa souveraineté, de son indépendance, et je pense que c'est la grande question pour tout représentant, pour tout élu et pour tout dirigeant de la France et de l'Europe dans les années à venir. Une question que nous suivrons, j'espère, évidemment, dans Choc du Monde. Merci Hervé Juvin, ce sera le mot de la fin. J'ai été ravi de faire ce tour du monde avec vous, avec nos téléspectateurs, car votre regard sur celui-ci, sur les chocs du monde, correspondent parfaitement à l'ambition de notre nouvelle émission. Je remercie TVL, je remercie les téléspectateurs. Bien sûr, n'oubliez pas de partager et d'aimer cette vidéo et de parler de Choc du monde autour de vous, le nouveau magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Hervé Juvin, téléspectateurs, bonne soirée à tous.